Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau d'NC News. Monsieur le procureur, à plusieurs reprises, vous avez parlé du ressenti des Calédoniens quant à l'insécurité sur le territoire. Mais vous, c'est quoi votre ressenti sur cette insécurité? Alors, l'année 2020 a été marquée, il faut quand même le dire, par une baisse assez importante, hein, jusqu'à 20% des atteintes aux biens, hein, notamment des cambriolages, notamment des dégradations. En revanche, une hausse des atteintes aux personnes, tout particulièrement des violences intrafamiliales, des violences conjugales qui continuent à augmenter à hauteur de 25%, des vols avec violence qui nous préoccupent. Et donc, effectivement, moi je comprends l'exaspération des Calédoniens qui sont victimes de ces faits. Je peux dire que le traitement par la justice, par le parquet, est assez répressif, hein, au vu du taux de surpopulation pénale du quartier de la maison d'arrêt actuellement, hein, c'est entre 140 à 150%. Et depuis quelques mois, le camp Est a vu les effectifs de la détention augmenter de 50 personnes en moyenne. Donc le traitement répressif est assuré. Le tout carcéral n'est pas la solution, hein. Il y a d'autres réponses pénales qui peuvent être mises en œuvre avec un accompagnement strict. Et je pense notamment aux peines jusqu'à 6 mois d'emprisonnement ferme aménagé sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique. Donc je comprends cette exaspération des Calédoniens, mais je veux dire que la justice remplit ses missions et que, bien sûr, d'autres éléments, d'autres paramètres doivent être également intégrés, et je pense à la prévention de la délinquance, s'agissant tout particulièrement des jeunes. Mhm. Vous parliez tout à l'heure du nombre d'agressions violentes qui a augmenté. Comment on explique aujourd'hui ce chiffre, cette augmentation? Sur les violences intrafamiliales, je pense que la parole se libère d'une manière générale. Nous avons souvent dans les procédures des victimes qui sont victimes de violences conjugales depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, hein, pour certains couples très, très stables. Et donc, ces femmes ont décidé à un moment donné de déposer plainte, ou en tout cas de signaler les faits. Et le travail qui a été mené autour du Grenelle a favorisé la libération de la parole. Je pense que c'est important à souligner. On parle aussi d'augmentation des chiffres sur le vol de voitures, par exemple. On sait qu'en 2020, il y a eu 167 véhicules volés, alors qu'en 2019, c'était 70. Comment aussi on explique ce fait? Alors, nous avons eu surtout une recrudescence de ces vols de véhicules courant décembre et courant janvier. Donc, il est vrai que sur le début de l'année, les vols de véhicules ont augmenté. Les vols de véhicules ont effectivement inquiété les Calédoniens, je le comprends. Il faut aussi dire que l'affaire de coups mortels, ou en tout cas de meurtre sur un jeune auteur de vol de véhicule a, j'allais dire, illustré ce sentiment d'insécurité, hein, a capté aussi les inquiétudes des Calédoniens autour de cette affaire. Mais ce qui est sûr, c'est que le traitement judiciaire se fait, hein, je tiens à le redire. Aujourd'hui, comment les habitants de la Calédonie peuvent être en sécurité, ils peuvent se sentir en sécurité quand on sait que le nombre d'agressions, le nombre de vols de véhicules est en augmentation? Alors, d'abord, je pense qu'il faut aussi quand même relativiser et ne pas surestimer, hein, le niveau de la délinquance en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, vous n'avez pas de phénomène de criminalité stricto sensu, hein, il suffit d'écouter un petit peu ce qui se passe dans certains territoires de métropole ou d'autres territoires ultramarins pour se rendre compte que les trafics, par exemple les trafics liés aux stupéfiants, accompagnés de violences graves,
ne se trouve pas effectivement ici, ne se retrouve pas ici en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut aussi indiquer aux Calédoniens que le premier des réflexes, la première action à entreprendre dans l'hypothèse d'une tentative d'approche d'un domicile ou d'un véhicule, c'est de donner l'alerte, de faire le 17, d'appeler les voisins, bref, de réagir d'une manière civique. Hein. Et encore une fois, la loi n'autorise pas de donner la mort pour protéger un bien. C'est très important cela, à redire. Et pour endiguer un peu ces phénomènes, qu'est-ce que la Nouvelle-Calédonie doit faire aujourd'hui pour essayer de limiter ces faits? Alors moi je crois qu'il faut aussi beaucoup travailler sur la prévention de la délinquance. Hein, et notamment la prise en charge éducative des mineurs, parce que nous avons quand même 45% des mineurs impliqués dans les vols de véhicules ou dans les cambriolages sur le Grand Nouméa, hein, pas sur l'ensemble du territoire, mais sur le Grand Nouméa, ce qui est très très élevé. Et donc c'est la raison pour laquelle en arrivant donc il y a un an donc sur le territoire, juste après ma prise de fonction, j'ai souhaité développer avec la province sud, en partenariat avec la DEPAS, un outil de contrôle de ces mineurs en errance qui traînent la nuit, hein, entre 22h et 5h du matin dans le Grand Nouméa et qui s'exposent à des conduites addictives et qui sont tentés par des actes de délinquance. Et le premier bilan donc d'étape sur cet outil qui a été mis en place en juillet 2020 montre que 30% de ces jeunes se trouvaient dans une situation propice à commettre un acte de délinquance. Donc cet outil, ce dispositif de contrôle des mineurs en errance est pertinent. Il faut que l'ensemble des services de sécurité intérieure, la gendarmerie, la police nationale, mais aussi les polices municipales, le gèrent et le prennent en compte dans leur organisation, parce que je pense que c'est une mesure qui peut donner des résultats. Le but, c'est de responsabiliser davantage les parents, de leur indiquer qu'il est anormal qu'un mineur, même de 17 ans, erre la nuit sans motif, en tout cas risque de se retrouver exposé à ce que j'ai indiqué précédemment. La délinquance, elle pose aussi un problème racial et politique. On l'a vu par exemple sur la reprise de l'usine du Sud depuis décembre. Est-ce que la justice a conscience de ce fait-là, que la délinquance peut être politique? Alors, nous avons constaté que dans les échanges sur les réseaux sociaux, se développe un certain nombre de comportements, de messages à caractère intimidant, menaçant, créant des tensions très fortes entre les différentes communautés. Et ces faits, eh bien, sont caractérisés de menaces de mort, hein, d'actes d'appel à la haine, en tout cas à la violence, hein, par moyens électroniques. Et donc, il est important pour nous de traiter aussi ces procédures. Et nous en avons traité une vingtaine, avec différentes réponses pénales qui ont pu être données, jusqu'à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme, hein, pour un auteur déjà connu de la justice. C'était des procédures visant ou des représentants des institutions ou des particuliers. Et ces faits sont inacceptables et ils mettent en cause, c'est vrai, la cohésion de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, elle a besoin de respect et de dialogue entre les communautés. Et le parquet, en tout cas, veillera à poursuivre les auteurs de ces messages à caractère haineux ou menaçant sur les réseaux sociaux. Donc la justice a conscience de cette délinquance politique? Complètement, en tout cas, de cette radicalisation violente, hein, même au niveau verbal, bien sûr.
quelles sanctions seront appliquées à ces personnes? Alors, des peines ont déjà été prononcées, donc des peines de jour-amende, des peines de travail d'intérêt général, et puis des peines fermes aussi, et notamment dans une procédure, donc la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme. Ça signifie que les réponses données sont adaptées, mais à la hauteur aussi de la gravité de ces comportements. Sur l'usine du Sud, donc je tiens quand même à rappeler que le parquet a confié toutes les procédures, les 56 procédures, donc visant ou des faits de violence sur les gendarmes mobiles, par des caillassages notamment, des violences sur les gendarmes mobiles au moyen d'engins qui sont projetés sur ces forces de sécurité, ou des faits de dégradation par incendie. Ces 56 procédures, donc suivies par la section de recherche de Nouméa, donc, ont amené une vingtaine de déferments, c'est-à-dire de personnes qui ont été présentées au parquet à l'issue de la garde à vue. Il y a eu toute une série de réponses pénales concernant des auteurs qui finalement n'avaient pas beaucoup d'antécédents judiciaires, qui reconnaissaient avoir agi pour la cause contre la cession de cette usine Vallée, donc dans les conditions que l'on sait. Toutefois, l'une d'elles a été écrouée immédiatement suite au prononcé d'une peine ferme. Concernant les investigations qui sont toujours en cours, bien sûr, les enquêteurs déploient tous les moyens nécessaires et je les soutiens ardemment dans la détermination de d'élucider l'ensemble de ces procédures, c'est-à-dire d'identifier tous leurs auteurs, mais aussi les commanditaires. Et justement, pour ces auteurs, ces commanditaires, il pourrait y avoir quelles sanctions seraient données? Eh bien, il peut y avoir différentes voies procédurales. Ça peut être la comparution immédiate, ça peut être l'ouverture d'une information judiciaire, ça peut être des propositions de peine dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Mais ça, bien évidemment, le parquet appréciera en fonction de l'évolution de ces enquêtes, procédure par procédure, comme nous travaillons, nous continuons à travailler de manière certaine pour poursuivre les auteurs de ces faits qui sont des faits graves, parce qu'il y a non seulement un préjudice matériel, économique qui est conséquent, mais ce sont aussi des attaques inadmissibles contre les forces de l'ordre, inadmissibles contre les gendarmes mobiles qui ont subi de multiples assauts dans un contexte d'agressivité très, très importante. Il pourrait y avoir de la prison ferme pour ces... Bien évidemment, bien évidemment. Mmh.